Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle interview et dans ce format l'inspiration de la semaine, je reçois Romain et Clément. Salut les gars, comment vous allez? Salut Alex, bah écoute, au top, on est ravis d'être avec toi, ravis de comprendre et connaître ton projet et on a hâte de pouvoir avoir cette discussion avec toi. Bon, ça va être sympa, on va pouvoir discuter de plein de sujets et de vos projets à vous aussi. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et me dire ce que vous faites dans la vie? Alors, salut Alex, salut à tous. Moi je m'appelle Clément, je suis donc avec Romain, on est frères. Je suis le plus petit frère des deux. J'ai 24 ans, je suis diplômé depuis un mois, là j'ai fait une école de commerce à Lyon. Je me suis, en fait, dans mon parcours, je me suis rendu compte très vite que j'avais fait une succession de non-choix, si tu veux. Enfin, je sais pas que c'est très clair, mais en gros, j'étais bon élève au lycée, après j'ai fait une prépa à Lyon, j'étais bon élève en prépa, je suis allé à l'EM Lyon. Et quand je suis arrivé en école de commerce, on m'a dit en gros l'EM c'est une des meilleures écoles et tout. Et on m'a dit très vite, tu vas faire de la finance, des grands groupes et tout. Et ça m'a pas du tout plu. Et je me suis dit que j'étais pas fait pour ça, qu'il fallait que je fasse un autre chemin, d'autres choses. Très vite en fait avec Rome, on s'est intéressé au sujet du travail. On s'est rendu compte que qu'il y avait à la fois une bascule chez les jeunes autour de nous, quoi. On sentait qu'il n'y avait plus exactement les mêmes attentes, que on se posait des questions un peu différentes, qu'on ne voulait pas les mêmes conditions de travail, voilà. Et en plus de ça, j'ai été super surpris de voir que c'était une école de management et qu'on nous apprenait assez peu des notions comme comment on communique avec une personne, comment on fait un feedback correctement, comment on organise une réunion, enfin voilà, plein de choses comme ça. Et donc je me suis dit qu'il fallait j'avais la bougeotte, quoi. Je voulais partir, je voulais faire quelque chose de différent. Et au début c'était un projet étudiant, on va pouvoir te raconter un peu le projet. Et là aujourd'hui c'est devenu notre métier. Et tu vois, moi je suis diplômé depuis un mois, du coup j'ai commencé en fait à travailler il y a 1 an et demi pendant mes études et je trouve ça trop cool en fait de pouvoir commencer un projet alors qu'on est étudiant. Trop bien. Voilà. C'est à mon tour. On suit la logique. Et donc moi, bonjour à tous et à toutes les fans d'Alex, qui doivent être nombreuses, comme il est beau gosse. Et donc moi je suis Romain, j'ai 26 ans, je suis le grand frère de Clément, les gens peuvent pas le voir mais je fais 20 cm de moins que lui. C'est ce que je dis en conférence. Alors pourquoi je suis arrivé là moi? J'ai fait mes études à Paris-Dauphine. J'ai eu 3 beaux stages, j'ai vendu des jus innocents, des smoothies, ça m'a bien plu. J'ai appris comment bien vendre. Après, j'ai créé des chatbots pour des boîtes. Et puis, j'ai fini par lever des fonds pour des startups sociales et environnementales. À chaque fois, c'était des superbes expériences. J'ai énormément appris. La seule chose, c'est qu'il y a 3 constantes qui sont toujours revenues dans ces 3 expériences et qui m'ont convaincu de jamais signer mon premier CDI. J'ai jamais signé de CDI. C'est 1, le manque d'authenticité chez les personnes au travail. 2, le manque de reconnaissance parce que j'en avais besoin. Et 3, ce que je dis, c'est qu'il y avait une exhortation de mes managers à être une personne trop différente de celle que j'étais dans la vie perso. Et ces 3 choses-là m'ont convaincu de ne pas signer et d'essayer d'aller trouver un chemin qui est un peu différent. J'ai un petit côté rebelle aussi, donc j'avais pas envie de me conformer à ce que faisaient tous mes potes ou le chemin qui m'était prédestiné à aller dans un cabinet de conseil ou aller faire de la finance. Et donc on a eu je me suis dit si je continue comme ça et je vais devoir passer 40 ans de ma vie à faire ça, je vais péter une durite. Il faut que je regarde ce qui se passe ailleurs, il faut que je vois s'il y a des personnes qui réfléchissent différemment le travail. Et on a eu cette occasion avec donc cette association qui s'appelle l'Odyssée Managériale et qui envoie 2 jeunes explorateurs ou exploratrices faire un tour du monde. Plus maintenant parce qu'on fait attention à l'écologie, mais avant c'était un tour du monde pour découvrir des pratiques de management innovantes. Donc on a levé des fonds pendant 6 mois. De toute façon, on va revenir sur... Faut pas spoiler. J'adore parler, je suis une vraie pipelette. Et je voulais juste rebondir sur 2 points, je pense, qui sont importants dans nos profils avec Chrome. Le premier, c'est
on a tous les deux, je pense vraiment à cœur de faire un truc qui nous plaît. Et le second, c'est qu'on a tous les deux un livre qui nous a permis de faire ça, qui s'appelle Activez vos talents. Okay. Et donc s'il y a des jeunes qui regardent, pour moi c'est un livre qui devrait être lu dans toutes les écoles, que je trouve trop bien. Et le point de départ, c'est en gros, on a 80 000 heures à travailler dans notre vie, et qu'est-ce qu'on va faire de ce temps-là? Et après, il y a énormément de travail sur toi, sur tes forces, tes valeurs, ce que tu aimes faire. Donc c'est Activez vos talents de Mathieu Dardaillon. Et voilà, je trouve ça important parce que c'est assez fondateur en fait dans le projet qu'on a mené après. Il y a ça et... tu m'as donné envie. Ouais, c'est un super livre. Vraiment top. Et il y a eu l'image aussi de quand tu as deux choix possibles. On s'était dit avec Clément, quand on sera sur deux chaises comme ça, là, devant nos petits-enfants à 80 balais, qu'est-ce que tu as envie de raconter à tes petits-enfants? Est-ce que le rocking chair, le rocking chair et de quoi tu es fier, quoi. Et ça guide beaucoup nos décisions. Et je trouve que c'est un super clé de lecture de ce que tu as envie de faire ou pas. Je comprends totalement, moi aussi, c'est des questions qui me trottent dans l'esprit et que je me pose aussi, parce que j'en suis au stade par lequel vous êtes passé aussi. Donc c'est pareil. Pour commencer, juste avant de parler de l'Odyssée managériale, j'aimerais juste un peu savoir un petit peu vous personnellement et votre jeunesse. Comment vous étiez dans votre relation fraternelle quand vous étiez plus jeune? Est-ce que vous étiez hyper complices comme maintenant? Ou est-ce que pas du tout, chacun faisait son chemin? Mais en fait, on a grandi tous les deux dans la même chambre jusqu'à nos 18 ans. Ah oui. Donc très complices, on se connaissait extrêmement bien, on s'est vus dans les plus mauvais jours, les meilleurs jours. Donc une connaissance l'un de l'autre qui est très poussée. On faisait du foot, mes souvenirs c'est du foot dans la chambre ensemble, enfin voilà, on se tapait, on a vécu vraiment la vraie relation de frères. Voilà. Vous avez combien d'écart? On a 2 ans d'écart. Okay. Comme mon frère, moi. Ah bah, tu vois. Souvent ce genre d'écart qu'il y a d'ailleurs. Et après, par contre, c'est une relation qui a évolué. C'est un énorme sujet qu'on a. C'est une relation qui a beaucoup évolué parce que le contexte pro, c'est tellement différent de ce qu'on avait vécu jusque-là. Et peut-être que tu peux en parler un peu de. Ouais, non, on était hyper complices. Mais l'anecdote de dingue, c'est qu'on se rend compte. En fait, tu pars, on a 25 ans de. Non, à l'époque, on devait avoir 24 ans de fraternité. Et on a 0 année d'association professionnelle. Et en fait, c'est quand même radicalement différent, quoi. Et on se rend compte, je crois que c'est en Islande, en Norvège, on s'engueule déjà, premier pays. Premier pays, Norvège, et second, Islande. Enfin, après, on va en parler, mais dans le voyage qu'on a fait. Et le deuxième pays où on est, et là, on a une grosse engueulade. Et là, pour la première fois, je me dis, putain, mais ça se trouve, en fait, on s'est complètement gouré et on ne sait pas travailler ensemble et on va pas finir le projet, quoi. Et non, moi, je me suis posé la question aussi. Hein, ouais. Là, je me dis merde, on a mal préparé. Et alors qu'on est coaché en plus. Hein. On est coaché par Thomas Bouchard que tu as rencontré, qui est l'ancien DRH de Vinci, qui nous a proposé de nous coacher pendant toute l'expérience. Et bon, après, on te racontera comment ça s'est terminé. Ça se termine bien, puisqu'on travaille encore aujourd'hui. Ouais, j'imagine que la fin, elle est heureuse. Non, mais on a travaillé, tu vois. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on bosse notre relation, on a été suivi, on a été coaché. Okay. Il y a plein de trucs qui se mélangent. Si tu veux, tu as le contexte pro, tu as l'affect, tu as du coup, évidemment, des jeux que tu as un peu entre frères qui se retrouvent dans le contexte professionnel. Donc, c'est pas simple du tout à gérer. Et on est très différents en plus. On est déjà très différents physiquement, tu vois, on a déjà mais dans nos personnalités, c'est aussi le cas. C'est-à-dire que moi, en plus, on a des parcours... T'as le droit de dire que je suis plus beau gosse, tu peux... Tu peux dire les termes. Non, mais on a des parcours différents, ce qui fait que, on doit apprendre comme tu bosses dans une entreprise, tu apprends à bosser avec les gens autour de toi. Là, on a appris à bosser comme des inconnus, quoi. Il y a 2 choses, en fait. La première chose, c'est que ce qui est top quand tu travailles avec ton frère, c'est que tu n'as pas les mêmes filtres... que tu aurais avec une autre personne. Ça, donc clair. Ce qui faisait qu'à chaque fois qu'on devait progresser sur quelque chose, et on a dû progresser sur plein de points, tu le fais assez facilement et très rapidement. Parce qu'il n'y aura pas de Alex, il faut que je te parle, voilà, je vais te donner les faits. Bon bref, toutes les bases de la communication non violente, en tout cas, on ne les avait pas au début, puisqu'on disait, bon bah Clément, là tu as été mauvais, je pense que tu peux être meilleur là, quoi. Puis c'est dans la seconde, c'est chiant, tu progresses, c'est chiant, hein, mais tu progresses. Et en fait,
compris au bout de 6 mois que si tu travaillais comme ça et que tu parlais comme ça venait effriter très largement notre relation. Et que ça venait ça commençait à être un danger pour notre fraternité. Donc on a dû faire très attention. Et aujourd'hui, on a bien progressé. On a encore plein de progrès, je pense, à faire. On n'arrive pas encore à appliquer, pourtant on voit des pratiques managériales sympas sur la culture de confiance, comment tu crées de la reconnaissance et tout. Et on a encore du mal à toutes les appliquer, mais ça progresse. Le but, c'est que ça progresse, quoi. Je pense que ça, on en reparlera après l'interview, parce que moi qui souhaite entreprendre avec mon frère aussi. Donc je pense que ça va être un sujet qu'on abordera un peu plus en précision, parce que là ça va être assez important. Et est-ce que vous aviez déjà eu l'idée de travailler ensemble avant du coup ce projet, ou est-ce que ça vous avait jamais traversé l'esprit et ça vous est tombé dessus là pour justement votre aventure? Ça nous est tombé un peu dessus. On avait en fait ce projet-là, il mêlait un peu l'école de Clément. Moi, j'étais intéressé par le projet, donc on a été liés comme ça. Partir 6 mois dans 8 pays, t'as pas envie de le faire avec n'importe qui. Et bon voilà, comme Clem te l'a dit, on était meilleurs potes, frères. Il y a une seule personne avec qui on se sentait plutôt de le faire, c'était nous deux, quoi. Et mais non, franchement, on n'avait pas. Vous avez aucune idée de trucs qui vous réunissaient un resto ensemble, tu vois. Franchement, non mais on n'aurait pas monté de boîte. Ce projet, il est arrivé, bon, on va te raconter, hein, mais il nous est un peu tombé dessus et tout, et on n'aurait jamais monté une boîte ensemble, je pense, autrement. Okay. Mais donc là, je vois que vous avez envie d'en parler. Ça va être l'occasion. Mais comment justement, toi, tu as fait Paris-Dauphine, et toi, tu as fait EM Lyon. Comment vous en êtes arrivé justement à faire ce projet ensemble, arriver à vous libérer, on va dire, au même moment, sachant que vous n'êtes pas des mêmes promos, vous êtes dans 2 écoles qui traitent de sujets différents. Est-ce que chacun, vous pouvez me dire, peut-être toi que tu as commencé, t'es l'aîné? Ouais, t'as raison, donne la parole à l'aîné. Honneur au vieux. C'est de la chance qu'on a eue, hein. Parce que en fait, on est juste post-Covid. Moi, je devais partir au Pérou. Finalement, c'est annulé. Après, je devais partir à Londres. Finalement, c'est annulé à cause du Covid. Je trouve une alternance. On me propose pas le CDI. On me propose de passer les entretiens pour être en CDI là-bas. On voit que l'association recrute. On demande à l'association s'il faut que ça soit nécessairement des élèves de l'EM Lyon. Parce que c'est une asso initialement de l'EM Lyon. C'est une association qui a été recréée. En fait, l'Odyssée managériale, c'est un concept qui existe depuis presque 10 ans, qui avant existait sous le nom des baroudeurs de l'innovation managériale. Il y a eu un petit changement, puis il y a eu une recréation de l'association qui s'appelle l'Odyssée managériale. Et c'est 2 personnes, 2 potes de l'EM Lyon qui s'appellent Thibaut et Romain, qui l'ont recréé avec François et Léo. Qui sont les fondateurs de la première association des baroudeurs. Mais c'est complètement indépendant de l'EM, c'est-à-dire c'est pas du tout mais tu avais quand même des partenaires historiques qui étaient l'EM Lyon, et voilà, ça venait 2 gars de l'EM. Du coup, on a quand même demandé, est-ce qu'il faut que ça soit 2 personnes de l'EM? Ils nous disent non. Et là, on a, je sais pas, 3... Tu avais un dossier de candidature qui était quand même super costaud, parce que c'est un recrutement. Et là, on a 3 semaines et un week-end où Clem il le raconte bien, mais où je dis à Clem il faut qu'on s'y mette, parce que je pense que c'est un truc qui peut changer notre vie, quoi. Et ce week-end, je m'en souviens très bien. On a passé 48 heures enfermés dans l'appart à faire des vidéos, comprendre, à expliquer pourquoi on est motivé. On devait choisir 5 exemples d'entreprises un peu inspirantes. On devait faire un podcast. Enfin, c'était costaud. Et puis après, il y a eu les entretiens et tout, mais Clem il peut peut-être raconter. Te raconter du coup comment ça en est arrivé à partir pour cette aventure En fait, moi, un des premiers cours que je fais à l'EM Lyon, je vois 2 personnes qui avaient participé du coup à la première association qui s'appelle les Baroudeurs et qui témoignent et tout, et je me dis mais je termine pas mes études si j'ai pas fait un projet comme ça. Je me dis pas forcément le sujet du management et tout, mais cette idée que dans tes études tu pars un peu comme tu le fais là,
mais sur n'importe quel sujet, tu pars faire une exploration, où tu lèves des fonds, tu cherches des sponsors, après tu Qui est pars une démarche rencontrer des entrepreneuriale. gens, qui est une démarche entrepreneuriale sur un sujet qui m'intéresse, je me suis dit, c'est quoi qu'il arrive, je le fais. Et du coup, j'ai ça en tête, et il passe 1-2 ans, je fais un premier stage, voilà, et après j'ai mon année de césure qui arrive. Et on voit, je tombe sur Facebook sur le dossier de candidature de l'Odyssée managériale. Et là, avec Rome, du coup, on postule. Rome, il se trouve qu'il venait de terminer, comme il le disait, il venait de terminer ses études. Moi, j'ai 1 an devant moi. J'arrive, l'EM Lyon, pour le coup, est une école qui valorise pas mal l'entrepreneuriat. Donc, j'arrive, si tu veux, à négocier pour qu'il me le valide comme un stage à l'étranger. Donc, je me dis, ça va le faire. Au pire, c'est 6 mois. Et ça rentre dans mon cursus scolaire. Voilà, et en fait, il se trouve que on est sélectionné en juillet. Ouais, l'histoire, moi, elle est folle parce que on apprend. Ah oui, c'est ça. Parce qu'on a, en gros, tu as le dossier candidature, tu es recruté ou pas, enfin, tu es sélectionné pour être dans les entretiens. On a un premier entretien avec Thibaut et Romain et un second entretien où ils nous disent qu'on est en finale contre un autre duo et ils choisissent après. Et le lendemain, ils nous disent qu'on est sélectionné. Et moi, le surlendemain, j'ai un entretien one-to-one avec mon entreprise qui me dit « Ok, on est OK et chaud pour que tu fasses l'entretien pour être en CDI. » Et en fait, je rentre dans la salle et je leur dis que je pars, quoi, pour aller faire un tour du monde. Et ma manager, elle m'en tient très bien, Meryl, elle me regarde et elle fait « T'as raison, je vais le faire. » T'as raison, vas-y. Mais surtout qu'on va dire, toi, il y a plus de risques parce que du coup, toi, t'avais rien derrière. Rien. Non, mais Rien. t'avais fini des études. Là où toi, c'était une césure. Et après, tu revenais en. Enfin, comme je fais plus là, moi, c'est une césure. Et fait. je prends pas de risque. Après, je reviens. Et c'est pour ça qu'un des gros conseils que j'ai, moi, c'est quand tu es étudiant, il faut profiter de Du ouf. coup, t'évites les risques que t'as pu ouais. prendre. Tu as moins de risques et une fois que tu es lancé, partir au bout d'1 an de CDI, c'est un peu plus compliqué. Après, ça se fait très bien aussi. Hein. Mais Mais j'y je vais trouve avec que- la conviction que Ouais, voilà. on va Alors, toi, tellement c'est- apprendre. Je vais, Oui, mais le choix est pas forcément simple pour tout le monde. Enfin, il a été simple pour. un pari. Non, mais Ça reste un gros Ouais, et puis pari. toi, t'as été sûr de toi, on va dire, mais le choix, il est peut-être pas simple pour tout le En monde. fait, ça venait de ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, je me voyais pas. J'ai juste suivi un peu mon intuition, ce que j'avais envie de raconter à 80 ans, et un espèce de truc en moi. J'étais tendu, j'étais pas moi-même au travail, ça me rendait fou, et j'avais envie de voir ce qui se passait ailleurs, quoi. Et est-ce que vous pouvez juste expliquer, du coup, pour être sûr que ce soit bien clair, qu'est-ce que l'Odyssée managériale de manière plus générale? Parce qu'on a parlé de toutes les étapes. Ouais, non, mais comme ça, au moins, ce sera très clair. C'est une association Alors, de cirque. Non, pas loin de ça. Non, c'est une association, loi 1901, qui envoie chaque année un duo d'explorateurs. L'idée originale, à l'origine, c'est de faire un tour du monde pour aller explorer des pratiques de management innovantes. L'association évolue aussi avec son temps, évidemment, donc et les enjeux actuels. Donc là, le duo, par exemple, qui est actuellement en train de faire une expédition, fait un tour d'Europe en train. Donc tu vois, ça a un peu évolué. Mais l'idée, c'est quand même d'aller voir ailleurs. C'était quand même d'aller voir, que ça soit ailleurs. Alors peut-être qu'un jour, ce sera ailleurs en France, mais ailleurs, au moins actuellement en Europe, et de prendre le train. Voilà. Ça, c'est un peu la raison d'être de l'asso. Et après, c'est de partager toutes les découvertes et de créer un écosystème de gens qui s'intéressent aux nouvelles manières de travailler, à comment on peut avoir des managements qui créent moins de souffrance, qui s'intéressent à tous ces sujets-là. Et il se trouve qu'il y a des duos qui font ça comme un projet étudiant et qui s'arrêtent après. Et nous, on a continué parce que on tombait c'était après le Covid, il y avait je pense un besoin assez fort des entreprises. Et donc on a fait 1 conférence, 2 conférences, 3 conférences. Oui, il y a eu une vraie bascule avec le Covid. Il y a une vraie bascule. Même avec l'arrivée du télétravail, Voilà, Et donc les gens étaient curieux de ce qui se passait à l'étranger. En plus, nous deux, je pense qu'on a été assez à l'aise à l'oral, donc très vite on a réussi à construire. En fait, c'est venu super naturellement. Et ce qui était un projet étudiant au début, en fait, très rapidement, on se dit on va pouvoir gagner de l'argent avec. Et Romain, moi je me souviens, on est au Vietnam, donc c'est le dernier pays qu'on fait.
Et il y a quelqu'un qui nous contacte en nous disant ouais les gars, est-ce que vous pouvez nous partager un peu ce que vous avez vécu? Et Romain dit vas-y, on va tester, on envoie et on essaye de financer ça, de vendre une conférence 1 000 €. Et je lui fais bah vas-y, mais bon, tu sais, moi je suis un peu étudiant, je me dis putain 1 000 €. C'est beaucoup, ouais. Et en fait, le gars il fait ouais, pas de problème, on y va. Et du coup. Faut le culot, ça marche. Le culot est vraiment assez culotté. Et du coup, on n'a même pas fini le tour du monde, qu'on a déjà gagné de l'argent en lien avec cette expérience-là. Et donc on se dit après, on continue. Et après, on est rentré depuis plus d'1 an. On a fait 80 conférences, mais ça c'est peut-être pour après. On pourra te raconter après comment on a transformé aussi l'essai. Mais voilà, et du coup maintenant ce qui était un projet associatif étudiant, c'est devenu pour nous un projet professionnel. Mais ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et c'est pas grave, parce que comme le disait Romain, ça apporte déjà tellement de choses. C'est un pari, Romain il disait que c'est un pari tout à l'heure, mais en soi on va sur un sujet, c'est un sujet managérial. Nous on a fait des études de management, donc dans tous les cas c'est très très lié à ton sujet. Tu rencontres plein de boîtes, tu es allé lever 35 000 € parce que nous on va chercher des sponsors. Donc tu vas avoir 35 000 €, c'est des grands groupes, donc tu t'es fait du réseau là-dedans. Enfin, je veux dire, globalement, c'est plutôt un accélérateur qu'un gros risque, quoi. Oui, mais on va dire ça peut être un risque si justement… Bah, tu sors du chemin. Oui, voilà, et puis si tu fais pas, on va dire à 100%. Parce qu'il y en a aussi qui ont pas du coup la culture de toujours faire les trucs aboutis à 100%. Et si tu fais le truc, on va dire vite fait ou quoi, tu peux te revenir et pas avoir anticipé le retour et te dire oh, bon, maintenant je suis dans la merde, quoi. C'est vrai. Et du coup, dans votre tour, du coup, vous avez fait le tour du monde ou d'Europe? Nous, on a fait le tour du monde. Et dans votre tour du monde, comment vous vous déplaciez, comment vous logiez? Est-ce que vous avez levé des fonds justement pour avoir de quoi payer des logements? Enfin, comment vous avez un peu organisé tout ça? En fait, le business, modèle, il est très simple. Hein. C'est que tu vends aux entreprises le fait que tu vas aller chercher du contenu inspirant, innovant concernant le management pour eux et qu'ils auront tous les mois ou à chaque pays un compte rendu. Okay. Et tu leur vends la communication derrière parce qu'ils sont heureux de pouvoir participer à ce projet. Pour la visibilité marque employeur, c'est intéressant. C'est valorisant pour l'entreprise. Ouais, ils communiquent en interne. Une conférence à la fin, gratuite pour eux, plus la création de synergie entre eux. Donc on arrive à lever, c'est pas lever, c'est vendre pour 32 000, je crois, qui à l'époque est le record de l'assaut. Depuis, ça a été bien battu. Ça prend en ampleur aussi. Oui. Tu vois aussi, plus t'as de gens qui suivent et tout. C'est Dimitri et Elodie, après nous, qui ont levé bien plus, qui ont vendu encore plus. Et l'objectif de ces 30 000, c'est tout simplement qu'ils te financent tout le tour du monde. Que nous, on n'ait pas à mettre de l'argent perso, qui nous permettent pas de se payer, mais de payer les voyages, de payer les logements, la nourriture, investir un petit peu dans du matos, son, vidéo. Et puis voilà. Et donc, pour répondre à ta question, on est allé en Norvège, en Islande, Brésil, Colombie, Canada, États-Unis, Corée du Sud, Vietnam. Donc entre les pays de même continent, on essayait au maximum de ne pas prendre l'avion. Malheureusement, évidemment qu'on a dû prendre l'avion pour aller d'Islande à Rio. Ça a été obligatoire, quoi. Non, notre empreinte écologique a été dégueulasse sur le tour du monde. C'est pas ça ma question. Moi c'était plus est-ce que vous louiez des voitures? Est-ce que vous dormiez dans des Airbnb, dans des auberges de jeunesse? À fond, auberge de jeunesse, on a des souvenirs de dingue. En Islande. On rencontrait un nombre de gens. L'anecdote de fou, c'est en Islande. Sur quoi? C'est Pitour qui vient nous chercher le matin. Ouais. En fait, c'est la magie de ces moments, c'est que tu fais des rencontres totalement inattendues et extraordinaires. Et il y a notamment une des rencontres, donc c'est Pitour, c'est un peu notre papa islandais. Tu arrives en Islande, c'est assez rustre parce qu'il fait moins 10 degrés. Les gens, globalement, c'est un peu pays scandinave, donc c'est plus difficile dans l'approche et tout ça. Et on se retrouve dans une auberge trop cool. Et on rencontre un monsieur qui a l'air de peser un peu sur l'innovation managériale.
On fait un resto le lundi, on est arrivé, je sais pas, le samedi ou un truc comme ça. Et il nous dit, bah maintenant, vous occupez plus des visites, parce que nous, on allait visiter des entreprises. Hein. C'était quand même, c'était pas, on a énormément bossé. Hein. C'était un CDI à l'étranger. Oui, parce que vous avez des comptes rendus à fournir. Le but, c'est vraiment de trouver des pratiques, aller rencontrer les gens pour trouver des pratiques de management qui cassent les codes de l'entreprise traditionnelle, un peu hiérarchique, tu vois, contrôlante. Et les donner aux partenaires. Quoi. Et du coup, tu as Pitour qui arrive et qui nous dit bah, les gars, maintenant vous ne trouvez plus d'entreprise, je m'en occupe. Et je vais vous faire visiter les entreprises les plus innovantes en Islande. Et le lendemain matin, il arrive devant notre auberge avec sa voiture, il vient nous chercher, il nous amène et on va voir des boîtes avec lui. Il a fait ça pendant 15 jours. Il a fait ça 15 jours. Il était là tous les matins, 9h, et il venait. Et tu sais, après le déjeuner, on se dit, mais putain, mais il va nous embarquer, le gars. En fait, juste lui, qui fait trop le sujet, ça lui permettait d'aller voir des boîtes avec nous. Enfin, ça a été, ça fait partie des rencontres marquantes. Et après, tu as les rencontres pro qui sont marquantes. Parce qu'en fait, les gens qui s'intéressent au sujet de l'innovation managériale, très souvent, c'est des gens humainement qui ont travaillé sur eux, qui ont un. En tout cas, qui sont en train de travailler sur eux ou qui essaient. Qui sont en train, voilà. Et qui ont un chemin de vie généralement qui est passionnant. Donc tu te retrouves avec des dirigeants, on parle pratiquement qu'avec des dirigeants. Après on essaie aussi de parler avec les collaborateurs pour confronter, mais le premier contact c'est les dirigeants. Souvent des dirigeants de très grosses structures et tout. Donc c'est vraiment des personnalités à chaque fois que je trouve hyper intéressantes. Et après tu as les rencontres spontanées. Tu es à l'auberge en Islande, tu rencontres des gens, ils sont partis une fois 6 mois comme toi. Ils ont voyagé toute leur vie, ils ont fait 280 pays. Et c'est des mines d'infos, on était très régulièrement, tout le temps en auberge. Beaucoup d'auberges, hein, sauf quand on était trop fatigué. À la fin, on était vraiment fatigué parce que c'est un CDI à l'étranger, le truc. Ouais, puis voyager, ça fatigue. Enfin, quand t'écoutes, le travail, c'était d'écouter les gens pendant 5-6 heures, quoi. Donc tu dois poser les questions, être concentré, c'est de l'écoute active. Tout en anglais. Tout en anglais. Anglais et espagnol. Parce qu'on était en Colombie. Donc à la Corée, on a eu un gros coup de pompe aux États-Unis, au 6e pays. Ça fait 4 mois que t'es plus chez toi. T'as juste une envie, c'est d'être dans ta chambre, sous ta couette, c'est dans le cocon familial. À rien faire. Non mais en plus à donner la lessive à maman et à récupérer l'assiette pour manger. Ce qui est dur, c'est que t'es dans une zone d'inconfort en permanence. C'est-à-dire que tu es dans une zone d'inconfort parce que tu connais pas les gens avec qui tu es, dans une zone d'inconfort dans la langue, dans le paysage. Le logement. Le logement. En fait, moi, avec Rome, ça m'a marqué cette réflexion-là, c'est de dire que toutes les rues où on allait, c'était des rues dans lesquelles on n'était jamais allé de notre vie. Et donc, pour ton cerveau, c'est des nouveaux paysages en permanence, en fait, c'est des nouvelles interactions en permanence. Et ça, à la longue, ça te fatigue en fait. Et en plus dans le contexte pro où tu fais encore plus attention. Donc ouais, non, c'est assez éreintant comme. C'est des rencontres fantastiques. Il y a des déjeuners où on est invité au Brésil. Moi, je me souviens par Vagas. Ouais. On se retrouve avec Lydia, qui est la DRH, le papa, qui est le fondateur de l'entreprise. Et une autre personne, et on est invité, tu vois, pour un gros déjeuner brésilien, et tu passes 4 heures avec eux, et ça on l'a fait dans presque tous les pays. Tu as des moments de vie. Au Vietnam, tu finis au bar jusqu'à minuit, oui. C'est un peu la culture locale. Tu as des moments de vie extraordinaires, dans chaque pays. Ouais. Et voiture entre. Mais assez peu les voitures en fait. Un peu de train. On a pris le train, un des. Oui, parce que vous reveniez pas à chaque fois au même point. Ouais, voilà. Et globalement, on s'est organisé. Et en effet, on a pris un train là entre Oslo et Bergen en Norvège. Magnifique. Extraordinaire. Et comment vous arriviez à trouver du coup toutes ces innovations managériales et tous ces dirigeants? Comment vous les contactiez? Comment vous arriviez à ce qu'ils acceptent que vous veniez les rencontrer? La question à $1 million. Non, mais en fait, c'est le cœur de toute l'exploration. C'est comment tu arrives à trouver parce que ce que tu vends, c'est du contenu. Hein. Donc, comment tu arrives à trouver les personnes. C'était du contenu écrit, vous? Ouais, oui. Contenu écrit. On avait testé un peu le contenu vidéo qui n'avait pas très bien pris.
donc surtout du contenu écrit. Okay. Donc en fait, plus tu arrives à trouver les personnes vont être pertinentes pour ton sujet, plus tu es pertinent pour les partenaires. Voilà, et nous on a tâtonné en fait, hein. C'est un cycle on faisait 3 semaines par pays. On lançait d'abord notre réseau à nous, c'est-à-dire école de commerce, on allait sur LinkedIn, on essayait de voir des gens qui avaient un lien avec nous, direct, indirect, on lançait un peu le réseau des partenaires qu'on avait, du réseau de famille, du réseau proche. En fait, on testait un premier rang de réseau, et ça généralement c'est des gens qui sont des expats, donc c'est des gens qui vivent là-bas dans le pays depuis longtemps, et du coup qui vont connaître un autre réseau que nous, qui est beaucoup plus difficile d'accès, qui est le réseau local, voilà. Et donc ça c'est la première étape, c'est souvent des gens qui parlent la langue en plus, donc c'est plus simple d'expliquer le projet. Ces gens-là ils te mettent en relation avec des locaux, et là généralement c'est des gens qui ne sont pas hyper qualifiés sur le sujet. C'est-à-dire, tu vois, ça va être des rencontres qui sont moins pertinentes directement pour notre sujet, mais ces gens-là te remettent en relation, c'est des liens qui sont et en fait c'est que du réseau, et ce qui fait que très souvent la 3e semaine on trouvait les pépites, quoi. C'était vraiment la 3e semaine, et là on a beaucoup plus d'expérience maintenant avec ça, du coup on utilise des réseaux, enfin maintenant on est beaucoup plus précis sur, on a moins de pertes entre guillemets d'échanges où on se dit ça on n'en fera rien, on ne l'utilisera pas, on ne pourra pas faire du contenu avec ça. Voilà, et le point qui pour moi qui est primordial, c'est que les gens globalement sont très heureux de parler de ce qu'ils font. Et nous, notre idée, la croyance profonde qu'il y a, c'est que les gens n'ont pas le temps, que tu déranges les personnes, mais en fait nous on a eu presque que de la générosité, quoi, des gens qui... En vrai, moi c'est ce que je vois avec mon projet aussi. C'est ouf, mais c'est ouf, vraiment. Bah, y en a qui forcément tu te prends des noms, hein. Vous avez vu, tu vous en prendre des noms aussi. Nous on a pris un nombre de noms. Mais par contre, à chaque fois quand tu rencontres, moi la plupart du temps ça part pour juste une interview, au final des fois je reste 24 heures, 48 heures. Le dernier je suis resté 3 jours avec lui, on n'a rien filmé, hein. Mais juste on a fait l'interview, puis après il avait rien prévu, j'avais rien prévu. Lui il bossait, chacun bossait dans notre van la journée, et on a passé 3 jours ensemble. À changer de spot et tout, parce que en fait c'est plus sympa d'être à deux, c'est plus rigolo. Bien sûr. Hein. Bah, en fait quand tu viens interroger ces personnes-là, qu'est-ce que tu viens faire? Tu viens flatter leur ego. Et ça tout le monde adore. Tout le monde adore. Donc là même quand tu nous interroges, tu nous appelles, tu flattes notre ego. Donc évidemment on vient pour tes pâtes aux champignons ce midi, mais non, c'est faux, c'est pas vrai, en plus on vient pas pour ça. Mais... non mais ce que je veux dire c'est que c'est... Faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, hein, surtout que tu les as pas goûté mes pâtes. Putain, on va revenir empoisonné. Non mais en fait ces personnes-là, tu leur donnes rarement la parole pour qu'ils puissent témoigner de leur expérience managériale pendant... ils ont 20, 30 ans à raconter, tu vois, c'est un truc de dingue. Ils sont contents, il y en a, ils n'avaient jamais parlé. Et tu viens leur donner la parole, et puis nous on se régale, quoi. Ils te donnent leur vie sur 3 heures, et à la fin c'est presque eux qui te remercient, quoi. Ça nous est arrivé, des gens, merci d'être venus. Et je pense qu'il y a aussi le côté jeune, c'est pour ça que moi dès que j'en parle, j'ai envie de dire à mes potes, mais allez-y, faites un projet comme ça. Parce que en fait ils sont contents de voir, généralement la plupart ils ont 50, 45, 50 ans, globalement t'es pas loin d'avoir l'âge de leurs enfants, donc ils te voient arriver, ils n'ont pas envie de t'envoyer chier, quoi. Ils te disent juste c'est cool, moi j'aurais adoré faire un projet comme ça quand j'étais jeune, vous pourriez avoir l'âge de nos enfants, donc ouais, globalement moi, je pense que c'est aussi ça attise la curiosité, ce genre de projet. C'est assez rare encore, et il y a le côté t'es français, je pense qu'il y avait aussi, parfois ils sont contents de parler avec un pays dans lequel qui peut faire rêver, franchement à l'étranger. Moi j'ai été étonné de voir à quel point la France, il y avait un certain rayonnement de la France, tu vois, donc ils sont aussi contents d'avoir des Français qui sont là. Donc il y a plein d'éléments qui font qu'à la fin, globalement, t'as des noms, mais... Oui. On n'a pas tant galéré que ça. Après, tu as des pays où c'est plus compliqué. Par exemple, socialement, en Corée du Sud, c'était plus compliqué. Parce qu'il y a la barrière de la langue, il y a une peur de parler anglais. C'est beaucoup plus compliqué de mettre en relation. Parce qu'ils ne nous connaissent pas assez et ils ont peur de perdre la face. En fait, que si ça se passe pas bien, ils sont mis en porte-à-faux. Et donc voilà. Donc tu as des cultures où c'est plus compliqué que d'autres. Mais globalement, on a eu... Mais c'est la mise en relation qui nous a permis d'aller trouver les plus grandes pépites. Tu vois. En fait,
Clem l'a dit, mais la première semaine, c'était à peu près expats français. On comprenait la culture via le regard des expats français. Les expats français nous mettaient en relation avec des locaux qui n'étaient pas forcément très intéressants sur notre sujet, mais au moins nous permettaient de comparer les dires des expats français. Et les locaux étrangers, pas forcément intéressants sur le sujet, nous mettaient en relation avec des locaux intéressants. Et les locaux intéressants nous mettaient en relation avec des locaux intéressants dans les autres pays. Et en fait, tu lances une espèce de petite boule de neige. Et par exemple, le Pitour qu'on évoquait tout à l'heure en Islande, c'est un consultant norvégien qui nous l'a donné. Tu vois. Ouais. Et ça se faisait comme ça sur tous les pays. En fait, la clé, c'est d'arriver à des têtes de réseau. C'est d'arriver à des gens, et nous, on a réussi à peu près au premier pays, et c'est là où on a eu de la chance, mais c'est d'arriver très rapidement à des gens qui maîtrisent à peu près l'écosystème dans lequel tu es, donc nous, à savoir l'innovation managériale, et qui ont un tel réseau que de toute façon, le contact qu'ils vont te donner dans un autre pays, c'est forcément un contact qui lui-même aura un énorme réseau. Et quand tu touches comme ça les têtes de pont, après, globalement, c'est gagné. Et là, on fait un tour de France, mais on en parlera peut-être après, mais c'est exactement ce qu'on fait. C'est-à-dire, on va taper les meilleurs dans ce qu'ils font, et du coup, après, globalement, ça ruisselle, quoi. Je te laisse, tu as fait la transition tout seul, parce que le temps avance, donc c'est bien que tu en parles. Qu'est-ce que vous faites du coup là? Vous êtes. Nous, on est long. C'est pas grave, écoute, l'interview sera un peu plus longue. C'est intéressant, moi ça me dérange pas. Du coup, vous êtes rentré après cette odyssée. Tu l'as dit, vous avez commencé par des conférences sur votre projet. C'est quoi la suite? Est-ce que vous avez fait 1 an de conférences, etc. Quand est-ce que vous avez préparé du coup ce que vous êtes en train de faire actuellement? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Dites-moi un peu plus le parcours après post-odyssée, on va dire. C'est moi qui raconte? Vas-y. On peut partager un petit peu. On peut partager. Non, je suis pas chaud. Non, effectivement, ouais, on revient de l'odyssée managériale et on commence à, comme Clément l'a dit, on commence à, je sais pas, pendant le tour du monde, on a dû en faire 10, une dizaine gratuites. On commence à en vendre 1 ou 2, puis on se dit, non, mais en fait, les gens sont prêts à acheter, quoi. Donc, on en fait un espèce de mini-business où on vend cette prestation de service, la seule d'ailleurs, qui est de faire des conférences, et on en fait à peu près 80 en 2023. On crée un jeu de société aussi, mais ça je laisserai Clément parler parce que c'est lui qui gère. J'ai eu des infos par Thomas. Ouais, il adore. En fait, à chaque fin de conférence, les gens sont surpris, sont plutôt contents. Mais ils nous posent souvent une question des « Ok les gars, c'est super ce qui se passe ». Ils n'arrivent pas à se dire que ce qu'on a vu peut être associé et ancré dans leur boîte parce qu'ils sont en France. Donc on essaie d'enlever cette mauvaise croyance limitante. Mais on se dit que la France revient souvent et en fait on n'a aucune idée de ce qui se passe en France parce qu'on n'est pas allé en France. On n'est pas allé dans les régions, on a rencontré 2 boîtes. Et on se dit qu'il y a une possibilité de refaire un tour exploratoire en France et d'aller dans toutes les régions. Et quand on en parle, ça crée plutôt de l'engouement. Sauf qu'il faut cadrer tout ça, il faut qu'on gagne plus d'argent parce qu'on ne peut pas se payer. Enfin, on avait la volonté de se payer des salaires, quoi. Quand tu n'es plus dans le monde associatif, oui, et voilà, dans le monde de l'école, et au bout d'un moment il faut aussi manger, il faut vivre, il faut se payer un appart. Il y a une réalité aussi qui rattrape. Voilà. Moi j'avais 25 ans, voilà, bon, il faut partir de chez les parents. Parce en 2023 on entreprend chez les parents, on est de nouveau dans notre chambre. Et les parents nous disent les gars, vous lancez ok, mais par contre nous on finance plus rien. Alors c'est vous débrouiller. Du coup on a cette problématique qui est une chance en fait de devoir gagner de l'argent tout de suite. Et donc on se dit ok, on lance seconde exploration, Tour de France des frères Meyer. Sur le sujet, on interroge beaucoup de DRH pour comprendre quels sont les plus gros problèmes qu'ils ont. Une 50aine, on fait l'incubateur de l'EM Lyon d'ailleurs à ce propos. Et il y a le sujet qui est très global, mais qui est l'engagement, comment tu arrives à mieux engager les personnes au travail. Donc on prend ce sujet-là qui est un peu market, un peu sexy, mais qui nous permet d'aller évoquer à plein d'autres sujets, la culture de confiance, comment tu responsabilises les gens, comment tu leur donnes du sens et tout. Et on utilise le même business model que l'Odyssée managériale, sauf qu'on fait x10 sur les prix. Et donc on vend des packages entre 10 000 et 30 000 euros.
Et en fait, on a une conférence incroyable sur à l'île de la Réunion, où on finit la conférence. Vous êtes allé faire une conférence à l'île de la Réunion? Ouais. À la Fabrique du Changement. Ça, c'était cool. Et là, on ne sait pas ce qui se passe à la fin de la conférence. Tu as 2 personnes qui viennent nous voir, qui nous disent on veut investir. Et donc, on avait lancé une semaine avant. Et en 10 jours, on se retrouve à 50% de notre objectif qui était de vendre pour... on voulait gagner... moi, je suis transparent, je m'en fous. On voulait gagner 2 000 € net chacun. Okay. Et donc, le but, c'était de vendre pour pouvoir payer ce Tour de France. Il fallait qu'on lève au moins, qu'on vende pour 110 000 au moins. Et qu'on fasse 30 000 cette année de conférences. Excusez-moi, vous partiez pour combien de temps? Un an. Non, on avait dit 6 mois au début, puis on s'est rendu compte qu'il y avait 13 régions et qu'on ne pouvait pas faire 13 régions. C'est parce que c'est important aussi de étaler le financement et que la somme elle n'est pas pour partir 2 semaines voyager quoi. C'est un an de vie, un an d'exploration. Où tu dois payer les salaires, le transport. Et en plus, on se paye. Les logements. On se paye parce que la première exploration, on ne se paye pas. Et donc là, tu rajoutes ça là-dedans. Oui, non, mais voilà, mais c'est important de comprendre que c'est pas en mode 100 000 boules dans la poche et puis ça c'est un an où on leur crée du contenu, où ils sont tous les mois, ils ont des. Oui, mais là, du coup, vous t'êtes rendu compte aussi que le truc était viable, quoi. Et en fait, tu te rends très vite compte que, pour moi, c'est est-ce que tu réponds à un besoin ou pas? Parce que plus tu réponds à un besoin, plus c'est rapide dans ce que tu vends. Et là, ça va assez vite. On a, en plus de ça, des contacts. On a fait des conférences dans des entreprises et on a gardé des super contacts dans certaines entreprises. Je pense notamment à Renault Trucks, chez qui on fait 2, 3, 4 conférences, je crois, et qui à un moment, la RH qui s'appelle Nathalie Fontaine, qui est extraordinaire, à un moment nous dit moi, ça m'intéresserait, votre projet. Voilà, on est en lien avec Cofidis aussi, Crédit Mutuel Arkea, GRT Gaz. Donc en fait, petit à petit, des personnes chez qui on avait fait des conférences, c'est pratiquement uniquement des gens chez qui on avait fait des conférences, nous disent nous on est prêts à investir là-dedans. Et ce qui fait qu'en 2-3 mois, on arrive à avoir ce qu'on veut. Après, dans toute l'organisation du Tour de France, globalement, c'est quelque chose qu'on commence à maîtriser. Donc, après, je te dis ça, on est toujours aussi, c'est toujours autant une galère. Et c'est en fait juste à un moment, on se dit, on a une date, et il faut qu'à cette date-là, on soit parti. Et tant pis si tout n'est pas prêt, c'est pas grave. Je me souviens très bien d'un pote qui m'avait dit, quand tu fais des projets comme ça d'exploration, tu te mets une date et de toute façon, c'est le seul moyen. Sinon, tu as tellement toujours de trucs à faire et tout. Juste, tu te fous une date, tu prends ton billet et t'as pas le choix, tu pars à ce moment-là et après, tu te débrouilles. Et là, c'est un peu ce qu'on a fait. On avait dit début février, on est parti. Début février, on était parti et c'était pas parfait. On en parlait. Nous, c'est dommage parce qu'on pourrait faire beaucoup plus de communication sur ce qu'on fait. On fait un Tour de France, on rencontre des gens passionnants, on pourrait plus communiquer. On n'y arrive pas. Voilà, c'est pas grave, on va se débrouiller, on trouve des solutions. Et voilà, sur le Tour de France, du coup, maintenant, c'est une autre entreprise qui s'appelle Le Meilleur d'Ailleurs. Donc c'est aussi un nouvel apprentissage pour nous. Vous avez un nom qui est vraiment sympa parce que ça passe vraiment bien. Ouais, le nom est cool. Oui, mais je sais, je l'imagine. Et ça porte bien ce qu'on fait, c'est-à-dire que notre proposition de valeur, c'est du contenu et c'est le meilleur de ce qu'on voit ailleurs. Et c'est très clair. Et voilà, et c'est donc merci pour le nom, c'est cool. Et ça vient pas de nous, ça vient de notre oncle. Ça vient pas de nous, et voilà, et c'est pour ça que peut-être que c'est très cool. Juste pour rebondir sur la proposition, sur la réponse à un problème et une solution que vous apportez. Moi, c'est vrai que ça, j'ai pas réussi à mettre le doigt dessus, à trouver comment tirer de mon projet une solution et l'apporter aux entreprises. Je ne l'ai pas assez préparé, je n'y ai pas assez réfléchi, je n'avais pas la maturité pour le faire, etc. Mais du coup, j'ai galéré. Et du coup, moi, mon financement principal, ça a été du crowdfunding. C'est de la donation plus par gentillesse et parce qu'on trouve le projet sympa. Mais c'est pas pour une proposition, c'est pas parce que j'avais apporté une solution. Et ça, j'ai pas réussi à mettre le doigt dessus. Et c'est ce qui m'a empêché justement d'aller plus loin. Voilà, d'aller plus loin et de lever plus. Ce sera pour le prochain. Oui, carrément. Vraiment, 2 types de projets. Tu as les projets étudiants où tu te dis, là, c'est pas pour le monde de l'entreprise. Donc, je veux faire un truc pour moi. Je veux aller découvrir, je sais pas, ça peut être n'importe quoi, mais c'est pas dirigé vers le monde de l'entreprise. Nous, ce qu'on a fait, le sujet de base est dirigé vers l'entreprise. Oui. Et après, une chance merveilleuse. C'est une chance merveilleuse parce que non seulement c'est dirigé vers l'entreprise, et en plus c'est dirigé sur un sujet qui, pour moi, il y a 2-3 critères pour que ça soit un bon sujet dirigé vers l'entreprise. Un, il faut que le secteur public s'intéresse à ça.
Il faut qu'il y ait des fonds qui soient... Quand le secteur public globalement commence à s'intéresser à ça, ça veut dire qu'il va y avoir des fonds qui sont distribués aux entreprises et tout. Et donc il y a de la recherche, enfin, ça va être un sujet où il y a de la tension, tu vois. Donc par exemple, un super sujet, c'est l'hydrogène. L'hydrogène, on a un de nos potes qui avait fait un projet là-dessus. Bah, tu as les fonds européens qui balancent à fond dessus, on sait que c'est un sujet stratégique, un nouveau sujet et tout. Donc ça, c'est le premier critère. Et second critère, c'est que ça fasse mal. Nous, le sujet de l'engagement dans les entreprises aujourd'hui, ça fait mal. C'est-à-dire qu'il y a des boîtes qui n'arrivent plus à recruter, qui n'arrivent plus à garder les gens plus de 2-3 ans. Donc ça fait mal globalement et il y a besoin de fraîcheur sur ce sujet-là. Les gens n'ont plus trop le choix de bouger. Donc pour moi, tu vois, tu as à peu près ces deux trucs-là, tu sais que tu es sur un bon sujet. Et c'est encore mieux, et ça nous, on avait à peu près réussi à le faire, mais pas tellement. Ce qui est encore mieux, c'est avant que tu partes, que tu te dises, bah, je vais créer ce contenu parce que j'ai envie de faire cette offre-là que je vais vendre aux entreprises. Nous, on sait qu'on a la conférence. Après, on a le jeu, en effet, qui a été créé avec Cofidis, mais on n'avait pas beaucoup plus que ça. Et là, c'est ce qu'on est en train de construire en ce moment. Et est-ce que du coup, après ce tour de France que vous allez faire, le but de votre entreprise, de votre business, c'est de enchaîner les explorations toujours dans les mêmes thématiques, ou est-ce que pas du tout, si vous avez d'autres plans, ou est-ce que vous n'avez aucun plan et vous vous laissez porter? Non, parce que c'est une super question. C'est une question. On s'est engueulé il y a une semaine dans la voiture. C'est une question qu'on se pose. Non, bah écoute, non, c'est très difficile. Ce qu'on sait, c'est que pour l'instant, nos modèles, c'est tu as une exploration, on est payé pour l'exploration, et après, tu as une année d'utilisation, de transfert et de monétisation de ton contenu, quoi. Et tu as besoin de te poser au moins 1 an pour déjà digérer ton contenu, le vulgariser, le rendre intelligible et en créer soit une belle conférence, soit des belles formations, soit, je sais pas, tu vois, mettre les pratiques dans les jeux de société et tout. Donc ce qui est sûr, c'est que l'année prochaine, on ne va pas explorer et qu'on va devoir prendre ce temps. Et la vraie année challenge pour nous, c'est l'année prochaine. C'est 2025 où on n'a aucune idée de si... Parce qu'il faut qu'on se paye nos salaires. Donc il faut qu'on ait encore cet objectif de 100, voire plus, 150, j'aimerais bien, 150 000. Et on ne va pas aller vendre nos packages à 30 000. Donc il faut qu'on fasse 150 000 de vente de conf, de jeux. Et il faut qu'on invente ces 3 autres produits ou services où avec Clem, on a envie de s'affranchir de plus en plus de la conf parce que c'est un produit, enfin c'est un service qui est magnifique, mais qui te crève beaucoup, prend énormément d'énergie en fait. On a envie de ne pas toujours être les seules ressources en fait. En fait là, s'il y en a un ou deux qui se pète la jambe, globalement, qui est malade, qui est malade ou quoi, la conférence, ça dépend. C'est un show quoi. Ça dépend de notre énergie à nous, de nos conditions à nous, et donc on aimerait s'affranchir de plus en plus vers des produits où on a un impact, mais on n'est plus le seul produit. Oui. Et c'est pour ça que le nom de notre entreprise, il y a un lien avec notre nom de famille, donc Meyer, mais on voulait pas que l'entreprise elle soit uniquement identifiée à tous les deux. Frères, ouais. Sur les frères. Ce qui est le cas sur les conférences, par exemple. Ce qui est le cas, les gens ils achètent les frères, tu vois, sur les conférences. Mais maintenant, on aimerait bien que ça sorte un peu de nous et du coup, on réfléchit. Il y a plein d'options. Et puis même pour développer un business, j'imagine aussi que si tu veux le revendre après, il ne faut pas que ce soit vous le business. Ouais, voilà. Non, parce qu'il y a aussi ça. Il faut l'avoir en tête, parce que si c'est vous le centre du business, le truc il n'est pas vendable. Parce qu'une fois que vous n'êtes plus là, vous n'êtes plus là, quoi. Après, là, le cas le plus concret, c'est ce qui vient de se passer avec Hugo Decrypt, tu vois, qui veut s'affranchir de sa marque parce qu'il a envie aussi de se poser. Il vient de créer Elan Media. Ouais, mais c'est quand même, ça reste quand même dur. Mais c'est... Parce que bon, tu fais sa chaîne, tu le mets plus lui, c'est d'autres journalistes. C'est pas pareil. Ouais, il n'y a pas la même personne qui regarde. Dès le départ, de dissocier un peu. Ouais, mais pour répondre vraiment, franchement, à ta question, non. Et on a eu des problèmes sur ça l'année dernière, l'incubateur de l'EM, qui nous demandait, et de manière juste, tu vois, c'est venu nous chercher, il le faisait très bien. Allez trouver votre plan à 5 ans, faites votre business model et tout. Et ça a créé beaucoup de friction entre nous deux parce que
moi, je considère que, ok, important de donner ta vision à 50 toi personnel, ta raison d'être, trouver une raison d'être à tous les deux et la raison d'être de la boîte, savoir exactement ce qu'on va faire l'année prochaine, j'en ai aucune idée. Le jeu de société, il est venu d'une idée d'un partenaire, tu vois. L'année prochaine, la Learnex, avant de venir te voir, on a une proposition de Learnex par la RATP. Donc il y a des produits et des services qui vont venir émerger d'un besoin. Nous, on écoute, on regarde. La chance qu'on a, c'est qu'on peut survivre grâce à la conférence où on est plutôt installé sur le sujet et on arrive à les vendre bien et cher, ce qui nous permet d'avoir notre salaire. Vous prenez en maturité aussi, donc voilà. ça avance. Et le reste, j'ai envie de te dire, est-ce qu'on va faire une... Moi, je pense que je serais chaud d'une dernière explo, mais ça sera peut-être une exploration différente. C'est ce qui est sûr et certain, c'est qu'on partira plus sur une année, 6 mois, sur un sujet général, ça sera un sujet précis. On aura peut-être 10 personnes en tête et on ira voir ces 10 personnes et ça sera tout. Ce qui est certain, c'est que voilà, il va falloir mettre tous les ans nos agendas en parallèle avec Clem. Est-ce qu'on va habiter dans la même ville? Est-ce qu'on a toujours les mêmes envies? Est-ce qu'on recrute? Tu vois, moi aujourd'hui, je ne suis pas sûr d'avoir envie d'avoir des salariés. Est-ce qu'on recrute que des free? Et en plus, c'est que des sujets que je me avec mon frère et... tout le temps, tu vois. C'est le début de l'entrepreneuriat, quoi. Et tu comprends aussi la difficulté de gérer une entreprise parce qu'en fait, pour sortir un salaire, bah, tu as les cotisations sociales, tu payes. C'est monstrueux en fait ce que tu payes. Et donc tu te rends compte que il faut de la récurrence, il faut vendre beaucoup, donc tu prends conscience aussi petit à petit du sujet. Moi, j'ai beaucoup lâché du lest sur le côté business model et tout. En revanche, ce que je trouve important, c'est pourquoi tu fais les choses. C'est à quoi elle sert notre boîte. Est-ce qu'on est des créateurs de contenu? Et ça, on est à peu près clair dessus maintenant. Mais on a encore du boulot et je pense que c'est un travail quotidien. Et en fait, toutes les boîtes, tous les ans, tu commences l'année et tu te dis, OK, cette année, comment je vais aller chercher mon chiffre? C'est un peu le principe de l'entrepreneuriat aussi, quoi. Pour clôturer, parce que là le temps il avance, là on dépasse un peu mais c'est pas grave. J'ai quelques petites questions. Est-ce que vous avez, sur la manière un peu plus générale sur l'entrepreneuriat, est-ce que vous avez des clés pour les jeunes qui n'arrivent pas ou qui n'osent pas passer à l'action? Et quand je dis passer à l'action, c'est au sens large, ça peut être, mais voilà, un passage à l'action entrepreneurial ou social ou associatif. Les 2 conseils qu'on a donnés au début, je pense que les 80 000 heures de travail, c'est une belle image. Déjà lire ce livre de Activer vos talents, qui est un super livre d'introspection qui permet de travailler sur tes forces, ce que tu as envie de vivre, quel est ton pourquoi un peu intérieur, est-ce que tu as envie de donner à ce monde. Ça, c'est un super livre. Qu'est-ce que tu as envie de faire tes 80 000 heures de travail et qu'est-ce que tu as envie de raconter à 80 ans quoi, dans ta vie, à tes petits-enfants. Déjà, ça, c'est des clés qui permettent, moi je sais, c'est juste une question de passer ce petit pas, là, faire ce petit pas. Ok, bon bah... De l'idée à l'action, quoi. Allez, on y va. Se dire que t'as 9 chances sur 10 de te foirer. Parce que c'est une réalité. Il y a 90% des startups qui foirent aujourd'hui et que les fonds, 2 fois sur 3, investissent dans des startups, dans des entrepreneurs qui ont déjà raté des boîtes et investissent rarement lorsque c'est ton premier projet parce qu'ils ont envie que tu aies cette expérience-là, tu aies déjà goûté ça. Donc non, il faut y aller pleine balle. Tirer tous les apprentissages des erreurs et puis vous n'êtes pas à l'abri que ça marche. Ça. Moi j'aime bien cette phrase de la réunion qu'on avait eue qui c'était au pire ça marche quoi. C'est clair. Et moi je dirais, je pense que c'est super important de travailler sur soi pour oser, pour se lancer parce qu'en fait c'est qu'un rapport à l'échec, c'est très social en fait la peur de l'échec. C'est aussi très lié à l'éducation qu'on a reçue. Est-ce qu'on a eu le droit dans notre éducation de se tromper, de tomber, de se relever ou pas? Ou est-ce que l'échec c'est hyper négatif? Donc pour moi il y a une vraie prise de conscience déjà perso que tu vois nous on a beaucoup bossé en fait. Par exemple tu fais une conférence, il y a 300 personnes devant toi. Moi au début je me disais putain mais imagine j'oublie, tu vois, j'ai plus le déroulé mais ça va être horrible. Et en fait au fur et à mesure tu te rends compte que à court terme c'est horrible, à long terme t'en reparles, c'est une erreur. Oui, et puis même à court terme c'est des humains aussi. Oui voilà, c'est des humains et en fait les gens applaudissent, voilà, et même c'est jamais arrivé en fait. Du coup c'est juste des peurs que tu te fais. Donc je pense qu'il y a, pour moi c'est vraiment
travailler là-dessus, prendre conscience des mécanismes un peu qu'on a. Je pense que c'est hyper important de s'entourer aussi de gens qui ont un peu cette mentalité de tester des choses, d'oser et tout. Parce que moi je crois beaucoup à cette phrase où on est un peu la moyenne des gens qu'on côtoie le plus au quotidien. J'y crois énormément et en fait moi j'ai des potes autour de moi qui ont fait ça, qui ont osé, et c'est avec ces gens-là que j'ai envie d'être, tu vois. Voilà. Et autre chose, c'est que moi je me suis rendu compte pendant très longtemps que je m'imposais le non. C'est-à-dire je m'impose, je me mets moi-même des barrières. Ouais, et ça, je pense qu'à un moment, il faut, pour passer au-dessus de ça, moi je crois beaucoup au 1%. C'est-à-dire c'est un petit pas, un jour je teste un truc où je sors un peu de ma zone de confort, et ça il en parle, Mathieu Dardaillon dans Activer vos talents, c'est le 1% tous les jours, en fait ça fait un énorme changement à un moment. Et donc moi au début je faisais ça, c'est un petit pas, aujourd'hui qu'est-ce que je vais faire qui me fait un peu peur et où je vais sortir un peu de ma zone de confort. Et je pense que t'as pas besoin de faire des trucs extrêmes au début. Oui, non, mais carrément. Et... Il a les remarques. Est-ce qu'il y a des trucs vraiment importants? Non. Est-ce que vous pensez que l'entrepreneuriat est ouvert à tous? Et je parle d'entrepreneuriat de manière encore générale. Le fait d'entreprendre. Bon, c'est une grosse question ça. Moi, je pense pas. Parce que les avis sont très controversés sur ça. Ouvert à tous? Franchement, je pense pas parce que je me rends compte de la difficulté que ça représente. Je pense que ça demande c'est des personnalités aussi à un moment. Je pense qu'on a sacralisé un peu récemment. Il y a eu un mouvement inverse, en mode il faut entreprendre. Il y a un peu une injonction à l'entrepreneuriat. Je veux dire, si tu es bien dans le salariat et que tu n'as aucune envie de... De toute façon, l'entrepreneuriat, c'est liberté. Et le salariat, c'est stabilité. Oui, mais alors ma question c'est plus, est-ce que tous ceux qui veulent entreprendre peuvent entreprendre? Je me demandais si j'avais pas compris la question. Non, ouais, voilà. D'accord. Parce que oui, évidemment qu'il y en a qui veulent pas entreprendre, dans ce cas-là, ils se posent pas la question. Oui, moi, je te parle vraiment de ceux qui se posent la question de j'ai envie d'entreprendre, mais est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que tu vois, je vais y arriver? Je pense que tout le monde peut entreprendre. Je pense que ce qui est important, c'est quand même d'être lucide sur la difficulté que ça représente. Il y a quand même 95% des projets d'entrepreneuriat qui vont pas au bout, il faut en être conscient. Après, pour moi, tout le monde peut entreprendre. C'est à partir du moment où le seul truc, pour moi, la vraie difficulté qu'il peut y avoir dans l'entrepreneuriat, c'est de tomber amoureux de son idée. C'est un moment de se dire, j'ai une idée que j'ai en tête, elle est trop cool. Et en fait, est-ce que ça répond à un vrai besoin? Et ça, nous, on l'a appris à l'incubateur, c'est quel est le besoin et pourquoi les gens vont acheter ce que je fais. Et c'est le seul risque, c'est de se dire, est-ce que finalement, l'idée que j'ai, elle répond à quelque chose qui va pouvoir se vendre à un moment, parce que l'entrepreneuriat, à court terme, il faut aller gagner de l'argent, c'est un peu la clé du truc, quoi. Et ce qui, pour moi, du coup, la première étape, avant de se lancer vraiment, c'est d'aller voir les gens qui vont potentiellement être tes clients. Nous, on l'a fait, on est allé voir 20-30 RH et on leur a dit, mais c'est quoi votre problème? Qu'est-ce qui vous empêche de dormir? C'est quoi le caillou dans la chaussure? Et ce sujet revenait très souvent d'engagement et tout. Et du coup, on s'est lancé à partir de ce sujet-là, tu vois. Et donc voilà, donc pour moi, possible pour tout le monde, mais il faut aller confronter très très vite son idée. Pas faire 2 ans de développement en se disant je vais le vendre, et c'est pas se raconter d'histoire, aller confronter au terrain, quoi. Confronter, il y a une question d'audace derrière aussi, parce que c'est vrai que nous, on a eu vachement de chance. Tu vois, non, mais on en parlait avec notre père, tu vois, il nous dit, bon les gars, vous avez quand même... été élevé dans un environnement privilégié, vous avez fait vos écoles de business school, machin. Tout le monde n'a pas cette chance, c'est sûr et certain. Mais je reste persuadé que même si tu viens de milieux qui sont plus difficiles, plus défavorisés, avec du travail, le travail restera toujours la règle générale. De toute façon, il n'y aura pas de mauvaise équation. La personne qui travaillera plus gagnera à la fin, tu vois. Et avec du travail et de l'audace, parce que quand tu veux entreprendre, il faut que tu aies de l'audace. Tu peux aller créer ton réseau. Il faut, comme Clem l'a dit, aller s'entourer des bonnes personnes. Ça, je pense que c'est hyper important. Et même s'il y a certaines personnes qui vont te dire, mais oui, mais moi, si je commence là et je viens de ce milieu-là, j'ai pas de réseau. Là, il va falloir faire jouer l'audace. Et en fait, les gens vont être surpris de ton audace. Et en créant comme ça, petit à petit, ce réseau-là, tu vas pouvoir t'entourer des bonnes personnes, comprendre si tu es sur le bon sujet ou pas. Et tu vas commencer à rentrer, à être sur les mêmes rails que tout le monde.
à égalité de chance. Une fois que tu es à égalité de chance, là pour le coup, c'est du pragmatisme à 100%. Quoi. C'est comme l'a dit Clem, est-ce que je réponds à un besoin? Est-ce que la personne avec qui je suis en train d'entreprendre, ça va marcher? Ça c'est hyper important. L'association. Nous, notre incubateur, là, on a été une promo de 10. Tu as 8 projets sur 10 qui ont arrêté. Et tu en as plein. Où le duo, en fait, ils se sont rendus compte que ça allait pas marcher. Il y en a une que j'ai interviewée là, l'interview est sortie lundi, où justement, elle, ça n'a pas marché l'association. Elle a continué le projet, mais parce qu'en fait, lui, il s'est rendu compte qu'en fait, c'est pas du tout ce qu'il voulait. Voilà. C'est pas la vie qu'il voulait mener. L'association, la récurrence aussi de ce que tu peux vendre, comment tu relances une vague. Y a plein et de se dire que si tu forces le truc, l'entrepreneuriat, ça peut devenir un enfer. Voilà. Et il faut aimer le sujet. Ouais, il faut que ce soit un plaisir. Il faut vraiment, parce que c'est suffisamment contraignant. Moi je me souviens, c'est le directeur de l'incubateur, il nous avait dit, mais si jamais vous vous rendez compte que votre marché, il vous fait faire quelque chose que vous aimez plus, il faut arrêter. Parce que tu te lèves le matin, tu es dans l'incertitude la plus totale, tu dois tout faire par toi-même. Globalement, les proches, c'est plutôt des freins qu'autre chose parce qu'ils vont te dire qu'est-ce qu'il est en train de faire. Toi, tu as dû le voir sur un projet. Il y a toujours des gens qui te disent, il y a des gens qui me disent, mais qu'est-ce que vous foutez, les gars? Mais encore aujourd'hui, il y en a qui disent, mais quand est-ce que vous allez vraiment travailler? Voilà, c'est bien votre petit tour et tout. On reçoit des remarques comme ça, mais c'est presque tous les jours, j'ai envie de dire. Donc, il faut aimer ce que tu fais, il faut que ça corresponde à un besoin perso, que tu sois aligné et que tu sois sur un marché. Et à partir de là, moi, je vois. Dernière question pour clôturer. Est-ce que vous pouvez définir l'entrepreneuriat en 3 mots chacun et pas les mêmes? Vous pouvez en faire un chacun, vous pouvez faire ping-pong pour. Moi, c'est plusieurs mots, mais pour moi, c'est le champ des possibles. C'est de se dire que. Ça fait 3. Ça fait 3, mais. Non, mais en une idée, c'est vraiment que. Putain, je me lève le matin, je me dis, mais aujourd'hui, déjà, ma journée, elle ressemble pas à celle d'hier. Et si ça se trouve, dans un an, ma boîte, elle n'existe plus. Et si ça se trouve, dans un an, je sais pas, on a eu des trop bonnes surprises, on a rencontré des gens de ouf, on a fait plein de projets. Donc c'est vraiment me dire que tout est possible et que je suis pas dans un quotidien. Heureusement que j'ai limité à 3 mots. Si j'avais dit en 10 mots, bon là, on va dire que t'en as dit un. Courage. Ouais. Oh, il a réussi l'exercice, un mot. À toi? 2, je dirais humain, parce que pour moi c'est le cœur de tout ce que tu fais, quoi. Audace. Et pour finir, j'allais dire un mot négatif, mais c'est. Non, mais ouais, c'est. Non, je vais dire curiosité. Parce que c'est. Non, mais tu as toujours des choses différentes. T'as pas le droit d'expliquer après, la règle, c'est un mot. Excuse-moi. Curiosité. Putain, il a pas compris. Ça devait faire un ping-pong. Ah oui, excuse-moi. Là, c'est un ping-pong, mais il jongle un peu avec la balle, quoi. Et moi, j'allais dire résilience. Ouais. C'était quoi ton mot quand même négatif C'est incertitude, parce que c'est hyper incertain. Ah oui. C'est une belle mot de fin, ça, bravo. Oui, voilà, je veux pas finir Encourage sur un les truc gens. négatif. Non, mais écoutez, merci beaucoup. Bonheur aussi. Bonheur, ouais. Que du kiff. Que du kiff. Kiff, non, mais c'est vrai. Kiff, ouais. Attends, regarde où est-ce qu'on est. Bah ouais, là, on est mardi, il est 13h. Et on va faire apéro, pâte aux champignons. Pâte aux champignons, ouais. Alex qui va nous raconter sa vie. Moi, je suis l'homme le plus heureux du monde. Bah écoutez, merci beaucoup pour cette interview. Merci à toi. Merci à toi. Et bravo pour ton projet. Ouais, bravo. Merci, bravo pour vous aussi. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, sans mauvais jeu de mots. Tu peux. Bien évidemment. Et puis nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup les mecs.